Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous aide à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Julien Borloo, qui est psychologue, maître en hypnose et coach. Julien, bienvenue sur le Hopcast. Merci pour l'invite. Merci à toi de m'accueillir chez toi pour échanger aujourd'hui autour de la santé mentale et son lien avec l'activité physique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à notre audience, dire un peu ton parcours, tes spécialités, ta vision, etc. Ouais, alors tu l'as assez bien dit, donc je suis psychologue de formation et puis je me suis orienté vers des techniques d'accompagnement bref qui sont essentiellement le coaching et l'hypnose. Mon parcours, il a été assez classique au niveau des études. Puis après, je me suis lancé tout de suite en indépendant, ce qui est assez peu classique dans mon domaine, ce qui se fait de plus en plus, j'ai l'impression. Et ce qui m'a permis de justement partir dans des approches un peu différentes de ce qui se fait dans la psychologie ou dans les psychothérapies classiques. Tip top. Et aujourd'hui, on va parler santé mentale. Donc, comment tu pourrais définir cette santé mentale et son importance dans notre vie ? Alors, la santé mentale, je pense qu'il y a plein de définitions. Moi, je verrais ça comme le côté ressentir un certain bien-être ou une stabilité mentale qui nous permet d'expérimenter tous les aspects de la vie, que ce soit les aspects agréables comme les aspects plus difficiles. Et qui nous permet ou qui nous donne l'autorisation de développer notre potentiel, nos projets, et puis d'accepter quand la vie les met à défaut, si je peux dire ça comme ça. Puis comment en prendre soin de cette santé mentale, comment l'influencer positivement ? Oui, alors ça c'est une grande question. On peut développer. C'est bien, on va développer après au niveau plus sportif notamment. Je pense qu'il y a tous les aspects très physiologiques, justement au niveau activité physique, nutrition, hydratation, sommeil. Tous les piliers de la santé physique sont les piliers de la santé mentale. Et ça, dans mon métier, on a des fois tendance à trop l'oublier. Et d'ailleurs, dans le cursus de psychologue, on n'en parle quasi pas en fait. Rien sur le mode de vie en général. J'ai pas de souvenir que ça ait été très axé là-dessus. Okay. Donc, ce qui est pour moi un scandale absolu. Parce qu'on a vraiment encore cette séparation, comme si l'esprit, le cerveau était déconnecté du corps. Donc, ça, tous ces aspects-là, super, super importants. Et puis après, il y a les aspects psychologiques de comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on prend nos décisions. Apprendre à prendre des décisions, c'est un aspect super important au niveau de la santé mentale. Comment on apprend à gérer notre point de vue, nos interprétations par rapport à la vie, aux événements. Donc ça, c'est les aspects plus psychologiques. Où est-ce qu'on met notre attention ? Est-ce qu'elle est dans le moment présent, dans le passé, à ruminer, dans le futur, à anticiper ce qui pourrait mal se passer. Donc ça, c'est des aspects plus psy. Puis quand tu accompagnes quelqu'un, toi, quelle est ton approche un peu avec cette personne ? Alors, mon approche, donc plutôt brève, ça veut dire que je vois les gens en moyenne autour de 6 séances. Donc, mon approche, c'est, contrairement à des approches psychothérapeutiques classiques, on va repartir dans le passé, faire des longues anamnèses, etc., qui peuvent avoir leur intérêt. Mais moi, j'ai été formé dans une approche qui est le coaching centré solution et qui, justement, avait décidé de couper cette partie-là pour aller directement dans ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils aimeraient à la place de ce qu'ils sont en train de vivre, rechercher les moments dans leur vie où ils vivent déjà, finalement, leur idéal, parce qu'il y a toujours des moments où on n'y arrive pas, mais il y a aussi des petits moments comme ça où on arrive, et essayer de comprendre qu'est-ce qui nous permet dans ces petits moments, quelles ressources, quelles compétences nous permettent de le vivre, et puis de vraiment axer sur ces ressources et sur l'avenir. Donc ça, c'est un peu le cadre de pensée, et donc ça demande à très vite trouver les axes de travail, et puis aller un peu, je donne cette image de chirurgien, pour ensuite aller zoomer sur certains points, et puis travailler sur ces points-là, puis voir comment les choses se déroulent. Puis entre les séances, je donne beaucoup d'exercices
à faire. Ça peut être des exercices pratiques, ça peut être des exercices de réflexion, d'observation, pour que les personnes soient vraiment proactives en fait. Puis à quel moment tu vas justement aborder ce côté mode de vie? Peut-être que tu arrives à voir qu'il y a peut-être des changements à faire ou des choses peut-être à rajouter pour que ça aille mieux. À quel moment t'en parles? Alors ça va dépendre personnes, des problématiques, des personnes aussi. Ça, c'est la difficulté dans mon métier, c'est que les gens, ils viennent chez moi, puis ils se disent, je vais voir un psy. Donc c'est on va travailler que sur justement mes pensées, mes émotions. Et puis tout d'un coup, je leur dis, peut-être que si tu buvais plus qu'un demi-verre d'eau dans la journée, il y aurait peut-être moins de fatigue, il y aurait moins d'anxiété, etc. Puis je commence à parler de nutrition aussi. Là, on en parlait avant, je suis en train de me former en nutrition pour aussi accompagner sur ce niveau-là. Parce qu'on a de plus en plus, il y a des études qui sortent sur les liens entre la santé intestinale, notre microbiote et santé mentale. Parler d'activité physique. Et puis, les gens, ils arrivent, puis ils sont, ouais, ok, oui, je sais que ça serait bien, mais pour arriver à les faire changer ça alors qu'ils venaient pour une demande plus psy, c'est pas toujours évident. Mais typiquement, face à des problématiques d'anxiété, de dépression, de la fatigue, des choses comme ça, du burn-out, c'est des choses que il faut aborder. Ouais, surtout que dans le traitement de la dépression ou de l'état dépressif, l'activité physique, c'est un des meilleurs antidépresseurs naturels. Absolument. En tout cas, dans les ressources que j'ai, c'est ce qui ressort, quoi, des articles et tout. Donc, c'est important, je pense, d'en parler et puis de conscientiser ça chez les personnes. Et puis, ça peut déjà commencer par aller marcher un peu, rien que dehors, aller prendre l'air. Et puis, oui. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que c'est vrai que face à la dépression, on a ce côté il faut un antidépresseur. Alors ça, c'est un long débat, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais voilà, les antidépresseurs, il y a énormément de problématiques avec ça, aussi de problématiques au niveau des études, de comment ça a été popularisé en fait sur des études qui ne sont pas très fiables, voire un petit peu trafiquées. Il y a plein de problèmes d'effets secondaires. Tous les antidépresseurs, dans les effets secondaires, il y a l'anxiété, la dépression, risque suicidaire. Donc en gros, c'est un médicament mais dont les effets secondaires peuvent créer la maladie pour laquelle il doit intervenir. Donc voilà, le problème c'est que c'est souvent ça qui est donné comme première solution. Alors oui, c'est plus simple de prendre une pilule que de se dire là je fais pas de sport, il faut que je m'y mette alors que je suis dans un état dépressif. Donc c'est vrai que ça demande en fait un accompagnement vraiment global, comme tu le fais dans ta structure, tu vois. Je pense que les personnes qui sont en dépression devraient commencer par être encadrées justement au niveau sportif, au niveau nutrition, sommeil, etc. Et puis vraiment un accompagnement quotidien, quoi. Donc ça, je pense que les médecins ont leur part à jouer là-dedans aussi, à faire de la prévention pour éviter que les gens arrivent dans cet état-là. Et puis aussi à les pousser à être entourés par des psys, des coachs en sport, avant d'aller dans une médication. Mais ce qui n'est pas toujours facile parce que, comme on le dit, les gens, ils arrivent, ils ont un problème, ils veulent une solution tout de suite. Commencer le sport alors qu'on est dans un état dépressif, c'est pas évident. Donc voilà, ça c'est toute la problématique de comment on l'opérationnalise. Puis les premiers pas sont les plus difficiles en général pour induire un changement un peu dans sa vie, quoi. Par contre, un point, c'est vrai qu'il faut rebondir là-dessus, qui est très juste, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un sport d'élite pour avoir des bienfaits sur la santé mentale. Et une activité justement de la marche un petit peu rapide, ce qu'ils appellent la cardio zone 2. En gros, il faut être légèrement essoufflé quand on fait, c'est pas une marche quand on fait les vitrines ou exactement. On marche à 2 à l'heure entre guillemets. Mais qui est une marche qui est accessible à peu près à tout le monde. Ça, 3 fois par semaine, 30 minutes. Ça suffit déjà à avoir des super effets sur la santé physique et mentale. T'es gentil, mais oui.
Non, c'est juste après dans les recommandations vraiment précises, ce serait idéalement, c'est clair, tous les jours, mais c'est pas obligé d'être forcément 30 minutes d'activité physique modérée à la suite. Ça peut être par tranche de 10 minutes, de 5 minutes, même s'il faut. Donc c'est vrai que moi je vais être plus poussif, on va dire, dans ça, mais après, en même temps, il faut voir les individus aussi. S'ils partent de zéro, peut-être que 3 fois par semaine, c'est déjà un bon début peut-être pour ces personnes. Après, moi, je rajouterais aussi l'aspect peut-être qu'il faut... ça peut être intéressant de rajouter justement du renforcement musculaire, peu importe la forme, mais le fait de créer du muscle et tout, ça va faire des changements physiologiques déjà dans son corps. Et puis on se sentira tout de suite un peu mieux, un petit peu entre guillemets plus fort, mais sans dans le sens juste pour la gonflette ou comme ça, mais simplement mieux dans son corps, quoi. Donc c'est vrai que première étape, marcher. Après, si on arrive encore petit à petit à se renforcer, puis ça peut être aussi chez soi, prendre déjà ou dehors, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou des choses comme ça, quoi. Ouais, alors c'est clair, il y a ce côté de combattre la sédentarité à tout prix. C'est ça. Et c'est très juste ce que tu dis par rapport au besoin d'avoir un peu les deux, autant du cardio que du renforcement musculaire. Autant, on parlait du livre Outlive, que je recommande, qui est super intéressant à ce niveau-là. La perte musculaire au fil des années, je crois qu'on perd 1% à peu près de masse à partir de 30 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, le déclin, il commence. Ça me fait penser à une anecdote, c'est que durant mon Train Master, j'avais noté, justement, j'avais fait sur le vieillissement, et j'avais noté qu'à partir de 25 ans, c'est souvent ce qu'on entend, ça commence gentiment à décliner. Et puis mes deux profs, ils avaient dit non, ça déjà dès la vingtaine, en fait, on est déjà entre guillemets sur une pente descendante, qui s'accentue après, bien sûr, dès qu'on arrive à partir de même la quarantaine, cinquantaine, etc. Mais par contre, qu'on a une influence dessus. Et puis là, je te laisse continuer. C'est que c'est pas... Voilà. Ça, je trouve intéressant. Alors, il y a le côté aspect physique. Donc, ça, c'est toi qui seras le plus expert. Mais où, dans ce livre, j'aime bien le calcul qu'il fait, parce qu'il dit qu'il faut qu'on se prépare à notre décathlon du centenaire. Et puis il dit, imaginez les tâches que vous voulez être capable de faire à 100 ans. On peut même imaginer un petit peu avant, hein, mais bêtement, porter des sacs de course, puis monter 2 étages. Puis il fait le calcul en fonction de la perte de 1% de masse musculaire par année. Puis il dit, si vous voulez être capable de lever 10 kilos à 80 ans, aujourd'hui à 33, vous devez être capable de soulever, 35 kilos. Et puis du coup, il fait l'entraînement basé là-dessus. Ouais. Puis au niveau santé mentale, le côté renforcement musculaire, il y a d'autres effets aussi au niveau hormonal, au niveau de la testostérone, etc. Et ces hormones-là ont un gros impact, la testostérone notamment, chez les hommes comme chez les femmes, un effet protecteur par rapport à l'anxiété, la dépression. Donc ouais, c'est pas juste que le sport, ça nous fait nous sentir bien parce que ça nous défoule. Ouais. Donc démarche intéressante. Puis tu m'as donné envie de poursuivre la lecture du livre que j'ai commencé. Du coup aussi, quelles sont tes astuces pour garder je voyais dans ton contenu sur les réseaux sociaux que tu parlais beaucoup d'état positif, optimiste. Quelles sont tes astuces pour garder cet état d'esprit ou mindset, comme on dit en anglais? J'ai trouvé super intéressante cette question parce que d'abord je l'ai prise au sens littéral. Quand tu me les as envoyés, je l'ai un peu lu, puis je me suis dit c'est intéressant. Et après je me suis demandé, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le but d'avoir un état d'esprit optimiste? Et alors je pense qu'il y a une part de ça, mais pas que. Alors pour l'optimisme, je pense que ça revient au travail un peu mental les événements de vie, on les maîtrise pas. Par contre, ce que je peux maîtriser, c'est toujours comment je décide d'interpréter ça, et puis comment je décide d'y réagir. Je te donne un exemple. Moi, j'ai une maladie chronique inflammatoire, la RCUH, donc c'est un peu comme la maladie de Crohn. Et voilà comment il y a ça qui me tombe dessus. Ça a eu différents impacts sur ma vie. Je me suis entraîné à l'interpréter de la meilleure des manières, en me disant je le prends un peu comme une leçon. Qu'est-ce qui va me pousser à prendre plus soin de ma santé, quelles modifications je peux amener. Donc depuis ça, je me suis remis vraiment au sport, changé ma nutrition, etc., fait beaucoup plus attention à ça. Et donc
essayer de réagir de la meilleure des manières, plutôt que, je sais pas, développer un trouble anxieux parce que je pourrais, sombrer, quoi, avoir une crise en pleine rue, par exemple. Okay, ouais. Donc ça, il y a le côté optimisme. C'est toujours de chercher quelle est la meilleure interprétation et quelle est la meilleure réaction à ce qui m'arrive dans ma vie. Et après, il y a le côté justement peut-être qui concerne pas l'optimisme, mais qui concerne plus la résilience. Parce que j'ai l'air justement très optimiste, mais il y a plein de trucs pour lesquels je suis super pessimiste pour l'avenir, que ce soit au niveau climatique, etc. Si on discute, ça va pas être joyeux comme discussion. Par contre, je pense que ça demande à travailler sur son mental, sur l'acceptation que la vie, c'est pas toujours facile, qu'il va y avoir plein de trucs qui vont nous arriver, qui vont pas être cool. Et du coup, revenir à ce travail de, en fait, comment est-ce que je fais au mieux avec ce que la vie me distribue comme carte. Et donc, travailler un peu ce côté adaptation et faire au mieux avec ce qui est. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a tous une approche différente de réceptionner les choses et ouais, c'est dur, c'est subtil quand même d'essayer d'améliorer, d'entraîner un peu ce côté-là. Mais tu penses que ça s'entraîne, cet aspect-là de voir le verre à moitié plein que vide? Oui, alors complètement. Et c'est peut-être quelque chose justement qui est mal compris ou où on a l'impression qu'on a un peu, en fonction de notre éducation, qu'on a nos événements de vie, que voilà, on a cette manière de réfléchir et puis qu'on peut rien y faire. Alors que c'est vraiment un truc qui s'entraîne au quotidien. Et je peux te donner des exemples. Moi, par exemple, je fais des douches froides le matin. Très à la mode, des douches froides. Alors, ça a plein de bienfaits, mais pour moi, le bienfait principal, c'est que tous les matins, ça me force à avoir une victoire mentale et à choisir un truc qui est inconfortable à la place d'une bonne douche chaude, etc. Et donc, tous les matins, j'entraîne ça. C'est-à-dire que j'accepte et même je fais exprès de mettre des choses désagréables dans ma journée. Donc ça, c'est une préparation. Un autre type de préparation, alors c'est très stoïcien en fait, la philosophie stoïcienne, il parle beaucoup de ça et moi c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Qui me parle beaucoup aussi. Eux, ils pratiquaient beaucoup, je sais pas, ils se disaient si j'ai peur d'être pauvre, ils allaient vivre dans la rue, ou bien ils mangeaient que du pain, ou tu vois, pour simuler en fait ça, puis vaincre leur peur. Moi, j'utilise beaucoup ça où je me projette dans des catastrophes. Donc, je me dis, un jour, mon business, je vais faire faillite. Un jour, je vais peut-être me blesser, mais des trucs, je vais finir en chaise roulante. Ma compagne, on va m'appeler pour me dire que ma compagne est décédée. Des trucs comme ça. Donc, pas hyper cool comme ça, comme travail mental. Et chaque fois, je me dis, en fait, je me prépare à ça et je me dis que c'est pas des choses qui devraient m'abattre. Ça veut dire, j'anticipe qu'il y a des catastrophes qui vont m'arriver et que malgré ça, ce sera pas une raison suffisante pour sombrer dans une déprime ou pour perdre espoir. Donc, c'est assez particulier, mais voilà, ça, c'est des exemples que moi, j'utilise. Mais tu le fais en mode un peu méditation, visualisation, et puis tu te projettes là-dedans, ou tu le fais un peu juste par pensée de temps en temps, comme ça? Ouais, plus juste par pensée, ou voilà, j'y pense tout d'un coup, je pense que je vais faire mes courses, puis je pense à ça. Mais on peut le faire... Tu penses à des choses bizarres en faisant des courses. Ouais, alors c'est vrai que c'est hyper particulier. Et puis, je pense que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont faire ça et ça va vraiment angoisser très fort. Donc, il faut y aller graduellement. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que c'est de la préparation mentale, quoi. Ouais. Et puis, comment tu fais face comment gérer les pensées qui sont plus négatives sans les former par toi-même, mais tu as des pensées négatives qui arrivent durant ta journée. Comment tu fais face à ces pensées? Je suis pas trop confronté à ça. Est-ce que c'est parce qu'à force, j'en ai moins ou je sais pas. Mais comment tu accompagnes aussi peut-être si toi-même tu n'en as pas forcément, mais comment tu accompagnes ces personnes, enfin, comment tu aiderais ces personnes à...
il y a le côté... et là, on revient à la méditation. Ça peut être un outil super intéressant d'arriver en fait à recadrer ses pensées puis à les remettre à leur place. C'est-à-dire, les pensées, c'est des événements mentaux. C'est pas une réalité. Parce que dans la même minute, je peux me dire que je suis le gars le plus beau gosse du monde ou que je suis affreux. Ces deux pensées antagonistes, elles existent dans ma tête, mais elles disent rien de la vérité. Donc ça, dans la méditation, dans les approches aussi en français, c'est quoi ? Acceptation et d'engagement. Ils utilisent beaucoup ça. On peut prendre l'image des nuages, les pensées comme des nuages, c'est-à-dire là aujourd'hui il fait un peu gris. On n'a pas changé notre programme parce qu'il fait gris. On se dit juste, ah ok, il fait gris, peut-être je vais prendre une veste. Mais on n'est pas en train de scruter le ciel pour me dire, il faut absolument que ces nuages ils disparaissent. Et plus on va réussir à prendre la distance, à se dire, ok, ça c'est une pensée, c'est pas ma réalité, mieux on va les gérer. Et c'est là où les mouvements de pensée positive sont pas forcément très utiles parce qu'ils donnent trop d'importance aux pensées. C'est un peu le côté, si on a des pensées négatives, non, il faut remplacer par des pensées positives. Puis en fait, c'est une bataille. Mais des pensées négatives, on en aura de toute façon. Donc c'est plus arriver à faire cette séparation, ce qui n'est pas facile, mais qui s'entraîne typiquement la méditation. On est focalisé sur le souffle, il y a une pensée, ok, elle est là, je reviens sur le souffle. Donc ça, c'est des entraînements pratiques. Puis après, dans la vie de tous les jours, on peut prendre d'autres images. Il y en a qui parlent d'hameçon, puis qu'on est comme un poisson. Il y a les hameçons, c'est nos pensées. Okay. Et puis on peut choisir de mordre à l'hameçon puis de se faire emporter. Ou on peut décider de, ok, voilà, je me dis que je suis nul, je me dis que je vaux rien, que je vais échouer. Ok, c'est des hameçons, mais je suis pas obligé de mordre dedans. Il y a certains aspects de ce que tu dis, ça me fait penser à un coach qui nous disait au basket tout le temps, il disait on doit se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, et puis le reste, on n'a aucune influence, donc ça sert entre guillemets à rien d'y penser, et voilà, on peut rien faire pour. Mais c'est un peu le stoïcisme aussi. Alors c'est complètement ça. Et ça en fait, si tu fais ça, si tous les gens faisaient ça, moi je peux aller au chômage. C'est-à-dire, si tu arrives à te dire tout le temps, ok, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant, et t'occuper uniquement de ça, et accepter que le reste, c'est pas en ton contrôle, il y a beaucoup de tes soucis qui disparaissent. Mais c'est un entraînement. Ouais, intéressant. Puis comment gérer, par exemple, aussi, on va dire mentalement, des douleurs, par exemple, des personnes qui ont des douleurs, où tu parlais de maladies chroniques, comment tu les encourages, comment tu les conseilles pour gérer tout ça? Ça, c'est une bonne question parce que on est typiquement dans du lâcher-prise, mais avec quelque chose qui nous rappelle constamment qu'il est là. Comment les douleurs sont très... Il y a une part, on peut faire, si je prends sur mon aspect, on peut prendre physiquement, on peut faire des choses, on peut renforcer, on peut bouger l'articulation en question, rééduquer un peu. Mais il y a une part aussi des douleurs c'est très multifactoriel, je pense que tu as dû le voir aussi en psychologie. Et du coup, c'est très influencé aussi par le mental, entre autres, le sommeil aussi, enfin tout le mode de vie qu'on ne va pas reciter. Mais voilà, sur cette partie mentale, qu'est-ce qu'on peut... Alors, en effet, je pense que c'est sur ce levier-là que moi, je vais agir le plus, où c'est travailler sur qu'est-ce que je me dis par rapport à ces douleurs, quel est le discours interne qui tourne dans ma tête. Ça sera probablement le levier qu'on va le plus assouplir. Parce que, en effet, il y a des études qui montrent que si on anticipe une douleur, elle va être plus forte. On va la ressentir plus fort. Donc, travailler sur ces anticipations anxieuses, de se dire, je sais pas, parce qu'on peut se dire, ok, mais je vais me lever demain, je vais de nouveau souffrir, je vais avoir mal, et puis c'est injuste, pourquoi moi, pourquoi les autres, ils n'ont pas ça, etc. Tout ce discours interne, il va amplifier ces douleurs ou rendre leur vécu beaucoup plus désagréable. Donc là, c'est vraiment un travail de lâcher prise, d'arriver à enlever ou à plus considérer en fait toutes ces pensées, ces jugements, et puis aller pas à pas, mais en acceptant que ça sera jamais optimal en fait, que ces douleurs elles vont être là,
il faut qu'on les accepte. Après, il y a des techniques aussi de relaxation, d'hypnose qui permettent de jouer un petit peu avec les modalités sensorielles. Ça peut être aussi un levier. Et puis on va parler de nouveau un petit peu plus du stress et anxiété. On a déjà touché un mot avant. Donc on disait que l'activité physique en général peut influencer ce stress. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça ou est-ce que tu pourrais déjà donner, on a parlé respiration, je pense que c'est peut-être sur ce terrain qu'on va s'orienter, mais des astuces entre guillemets sportives un peu pour influencer le stress et l'anxiété quand ça arrive vers nous. Donc là, tu parles vraiment en termes généraux ou bien pour des sportifs aussi qui sont durant une compétition? Non, match, plutôt général. Population générale. Ouais. Bon, les bienfaits, alors le sport, ça a un impact, on l'a dit, sur les hormones, et par cascade, justement sur les affects dépressifs, anxieux, les troubles de l'attention aussi, qui sont très à la mode en ce moment, mais où on va rarement questionner. En fait, est-ce que la personne, quelle est sa consommation d'écran, qu'est-ce qu'elle mange? On sait qu'il y a plein de conservateurs qui vont avoir un impact sur le trouble de l'attention, à quel point est-ce qu'elle fait de l'activité physique. Donc c'est un impact là-dessus, c'est un impact sur la confiance en soi, l'estime de soi. Donc comment gérer cette anxiété? Et le stress, alors souvent on les met un peu ensemble, même s'il y a des différences, mais en termes de stress, faut se rappeler que pourquoi est-ce que à l'origine on a du stress? Il y a une demande externe de l'environnement qui m'amène à soit devoir combattre, fuir ou me figer. Heureusement dans notre société en Suisse, on n'a pas trop souvent besoin de se battre. C'est rarement des menaces réelles. Mais donc, la réponse dans la nature, à la base, chez les animaux et chez nous à l'époque, quand il y avait un stress, il y avait une action derrière. Et donc, ce mécanisme, il reste le même. Et donc, la meilleure manière d'évacuer du stress, justement, c'est par le mouvement. Ça, si on observe, par exemple, dans les documentaires animaliers, quand une gazelle se fait attraper par un lion, alors d'abord, si elle voit le lion, elle va fuir. Puis ensuite, elle se fait attraper, elle se fige. C'est le dernier joker qu'elle a. Et parfois, le lion se fait distraire. Et quand la gazelle revient à elle, pendant un moment, elle tremble. Pendant 30 secondes, 1 minute, elle tremble de tout son corps. Et ça évacue le stress. C'est pour ça que les gazelles, alors, elles n'ont pas de stress post-traumatique. Alors comment est-ce qu'on juge l'état psychologique d'une gazelle? On peut en discuter. Mais c'est pour ça qu'elles peuvent, 2 minutes après s'être fait courser par un lion, retourner brouter dans la même savane. Et ça, il y a pas mal de recherches ou d'approches en psychologie, notamment dans le somatic experiencing, qui parlent de ça et de pourquoi des gens souffrent de stress post-traumatique. Et ils voient ça comme une incapacité à sortir de cette réponse de figement, parce qu'on n'a pas pu bouger derrière ou combattre ou réagir. Et donc, ils utilisent le mouvement, notamment le sport, etc., pour sortir de ce figement et évacuer, en fait. Puis des ressources peut-être très concrètes sur le moment. Est-ce qu'on peut faire... J'ai vu aussi dans des vidéos que tu proposais des respirations. Est-ce que ça, c'est une astuce intéressante pour calmer un peu la machine? Alors, alors c'est clair, il y a le côté... Si je suis stressé, j'ai une présentation, n'importe quoi, si je peux aller marcher, au mieux taper un sprint, ça serait encore mieux. Des fois, je peux pas. Donc, en effet, la respiration, c'est l'autre levier sur lequel on peut agir. C'est le seul levier en fait, sur lequel on peut agir consciemment par rapport à notre système parasympathique. Voilà, merci. Donc, la respiration qui calme le plus, c'est quand on expire longtemps par la bouche. C'est-à-dire que quand on inspire, ça active le corps. Quand on expire, ça le calme. Et donc, plus on expire longtemps, plus ça va apaiser. Donc, apparemment, il y a la respiration qui serait la plus calmante, c'est celle qui fait comme quand on sanglote. Quand on pleure, au bout d'un moment, on fait souvent une double inspiration par le nez. Puis après... J'ai eu une, par exemple, c'est de
pardon, c'est de inspirer presque au max, après stopper un tout petit peu, puis là ça parle de la double inspiration justement, d'inspirer encore un tout petit peu, et après... Exactement, ouais. Je pense que c'est ce mécanisme-là. Ouais. Apparemment, ça, c'est la respiration qui physiologiquement calme le plus. Après, il faut trouver... Il y en a qui vont faire la respiration carrée, où on inspire, on bloque, on expire, on bloque. Il y a des centaines de techniques de respiration, mais il n'y a pas besoin déjà d'aller dans un truc basique. Ouais, déjà, d'inspirer plus longtemps, d'expirer, pardon, plus lentement, longtemps, je vais y arriver, plus longtemps qu'à l'inspiration. Et même travailler sur sa respiration quotidienne, parce qu'on est beaucoup, je peux m'inclure, je pense, là-dedans, mais à mal respirer, où on travaille, on bloque la respiration, ou bien on respire vraiment avec le haut des poumons plutôt que le bas. Donc, déjà prendre conscience tout au long de la journée de comment je respire, respirer avec le nez, pas la bouche. La respiration buccale, ça a plein d'effets néfastes. Donc déjà ça, tout au long de la journée, ça va nous aider à ne pas accumuler ce stress, puis à mieux le gérer dans des moments, des pics, quoi. Il y a un livre c'est un journaliste, James Nestor, si je ne me trompe pas, sur les pouvoirs extraordinaires de la respiration. Je vais y arriver, j'arrive plus à enchaîner un mot. Mais du coup, je ne sais pas si tu l'as lu, mais justement, il parle d'inspirer. Il est dans ma liste de commandes. Ouais, donc pas mal respirer justement avec le nez pour tout filtrer, pour capter mieux, on va dire, l'oxygène, l'air, tout simplement. Et puis après, justement, de respirer plutôt en élargissant un peu ici, que de respirer que vers le haut, que le ventre, pour bien utiliser tout ce qui est impliqué, tous les organes qui sont impliqués dans la respiration. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a des vidéos aussi sur YouTube et tout, des interviews de lui, c'est assez intéressant. Il a fait des expériences. Et puis, justement, intéressant si la respiration, et aussi si ça vous intéresse la respiration, n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, je prends encore une question. Donc, en fait, juste pour revenir un peu sur certaines des questions, j'ai demandé aux membres de Hop Santé un peu de poser des questions. Donc, il y a certaines parties que je te pose, ça vient d'eux, notamment celle d'avant. Et la suivante aussi, est-ce qu'il y a un risque de devenir excessif un peu avec le sport en général, on va dire, où on voit que ça a un effet calmant sur nous et du coup de passer du côté obscur un petit peu et puis d'aller dans le trop, dans l'addiction presque. Alors oui, alors ça c'est clair, il y a plein de moyens de rentrer dans une addiction à ce niveau-là. Ça peut être pour la sensation. Je pense particulièrement, après là je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense particulièrement pour les sports d'endurance, parce que le corps il sécrète des endorphines, donc c'est un peu comme de la morphine naturelle si on veut, qui apaise les douleurs et qui nous shoot. Mais ça vient se faire à partir de 40 minutes à peu près d'effort. Donc les coureurs qui font des longues distances, maintenant c'est la grande mode du trail, des ultramarathons, des choses comme ça. Clairement, il y a, je pense, un côté où voilà, il y aura une grosse sécrétion de dopamine, il y a aussi ces endorphines qui vont nous faire nous sentir bien. Donc il y a cet aspect-là. Puis après, il y a tous les aspects, un peu ce qu'on appelle la bigorexie. Alors là, c'est plus au niveau de l'image du corps, mais où on va devenir addict et super focalisé sur notre image, sur le fait de voir des progrès, voir que je prends du muscle, des choses comme ça, ou ça peut aller sur la nourriture aussi. Il y a ces nouveaux troubles alimentaires, en fait, sur le côté, il faut que je mange que sain. Parfaitement, tout le temps. Exactement, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, c'est très à la mode, des conseils santé, musculation, tout ça là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces gens qui ont une sorte d'orthorexie, vraiment, en fait, on perd le choix de pouvoir manger ce qu'on veut ou n'importe quoi. Ouais, il y a des dérives un peu comme dans tout, quoi. Absolument. Mais le fait déjà de se mettre régulièrement en étant actif, on va dire, dans sa journée, de se lever régulièrement, de faire 2-3 séances de renforcement par semaine, je pense pas que là on a un risque de tomber dans l'excès, quoi. Non, donc, bon, non, je pense que c'est un risque modéré, ouais. C'est un risque modéré. Plutôt conseillé. Donc ça, on a déjà parlé sur l'état dépressif. Je voyais la question suivante. Donc on va passer plutôt sur le changement comment induire un changement d'habitude ou de comportement pour aller, entre guillemets, vers le mieux, avec peut-être plus de mouvement, plus de temps
pour soi, enfin pour prendre soin de son mode de vie et de sa santé mentale. Comment tu pourrais conseiller, ça c'était une question aussi d'un membre, où on observe, alors nous la personne était dans une démarche de se mettre à faire plus de mouvements, à se renforcer, etc. Et puis il voit autour de lui des personnes qui ont des comportements plus malsains, on va dire, entre trop de sédentarité, souvent un peu trop d'alcool, un peu trop de tabac, etc. Et puis en essayant, la personne essayait justement de convaincre un peu ses amis de se mettre en mouvement. Là, il essayait de les convaincre de venir chez Hope Santé, mais bref, au-delà de Hope Santé, comment et puis eux, ils n'avaient pas du tout été réceptifs. Donc, comment faire un peu pour s'en passer pour le moralisateur un peu et quand même essayer, parce qu'en fait, c'est quand même un peu une inquiétude vis-à-vis des personnes qu'on voit qui sont à un certain âge, mais pas si avancées que ça, et que s'ils continuent comme ça, peut-être que ça va pas finir très bien. Ouais, alors ça, c'était une super question, j'ai trouvé, parce que ça concerne, je pense, tout le monde. On a tous quelqu'un de notre famille, des parents, des grands-parents ou d'autres, peu importe, qui sont dans ces situations. Et c'est clair que si toi tu es actif dans le milieu de la santé, tu sais l'importance que ça a, tu en as pleinement conscience, et ça peut être super frustrant quand tu te dis, mais en fait, il y a tellement de choses qu'ils pourraient faire, qu'ils pourraient améliorer, mais ils ne le font pas. Alors, soit on pousse, puis justement, on va être frustré, on va les frustrer aussi, parce que c'est très désagréable d'avoir quelqu'un qui nous dit « Ah, mais tu devrais faire ça », même parce que ces personnes, elles le savent. Donc, on n'est plus trop... Alors, peut-être les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important, mais maintenant, on n'est plus dans une optique de manque d'information. Donc, si elles ne font pas ces changements, c'est qu'elles ont, entre guillemets, des bonnes raisons de ne pas le faire. Donc, je dirais d'arriver à lâcher prise et à laisser la responsabilité de ces comportements à ces personnes-là, et puis d'être plutôt dans une optique justement d'information, de dire si vous voulez rentrer, moi je peux vous aider, je peux conseiller des livres, je peux, je sais pas, on peut aller faire une activité ensemble, ça peut être proposer des choses comme ça, d'informer, mais de laisser la responsabilité en fait aux gens, parce que sinon on va juste être frustré et on va les bloquer aussi d'une certaine manière, peut-être, si on est toujours à vouloir Alors il peut y avoir cet effet aussi, où quand quelqu'un nous dit qu'il faut absolument faire quelque chose, on peut avoir tendance à faire exactement l'inverse. Aussi lead by example, donc l'idée, menée par l'exemple aussi. Peut-être que si les gens ils voient aussi tous ces effets sur la personne, ça va donner envie peut-être de dire peut-être qu'il faut que je m'y mette aussi. Voilà. C'est les petites astuces qu'on peut lui donner à cette personne. Absolument. Ok. Et est-ce qu'aussi, comment faire pour que, là, par exemple, quand on prévoit une séance de sport, ce ne soit pas la première chose qui passe à la trappe quand on a un peu des imprévus ou un changement dans sa journée? Premièrement, je pense qu'il y a ce côté de priorisation, c'est-à-dire que il faut pas que ça soit c'est bien, c'est pas mal si je peux aller faire mon sport. Il faut que ça soit une de mes priorités, c'est ça, c'est mon activité sportive. Et puis, alors ça implique de vraiment le planifier comme il faut, c'est-à-dire savoir pourquoi, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire, pourquoi c'est important pour moi, où, comment et quand. Et puis de vraiment être très très clair sur ça, parce que si un de ces points-là n'est pas clair, ok, j'aimerais faire, ah ouais, mais je sais pas quand est-ce que je peux, ou je sais pas dans quel fitness ou dans quel club aller, etc. Donc très très clair là-dessus. Puis un truc que peu de gens font, je vois dans ma clientèle, c'est bêtement mais de planifier. C'est-à-dire le sport, si j'ouvre ton agenda, je dois voir quand est-ce que tu vas faire ton sport, et puis ça doit être planifié intelligemment. Ça veut dire c'est pas j'ai une séance de 1 heure et puis je vois qu'il y a 1 heure de réservé, puis direct après j'ai autre chose. Ça doit être réservé. Puis après c'est d'avoir cette discipline de considérer ces plages-là comme des plages occupées et pas des plages de ok, c'est mon joker si j'ai quelque chose de mieux ou un imprévu que je peux faire sauter. Alors là, oui, on est sur de la discipline pure et c'est à nous d'apprendre ça
Et puis si quelqu'un nous propose un apéro, après voilà, on peut des fois faire sauter si on a envie. Il y a des imprévus, mais ouais. Mais de dire ok, non, ça c'est une période qui est occupée, c'est un truc qui est important, donc comme si j'avais rendez-vous avec quelqu'un ou un rendez-vous pro, je vais aller à ma séance de sport. Ouais, puis on voit tous les effets maintenant de l'activité physique aussi thérapeutique et préventif. Et donc du coup, on devrait aussi voir ça comme un rendez-vous chez le médecin, par exemple. Même mieux que chez le médecin parce qu'on n'est pas malade encore. Et voilà, de se dire qu'on a un rendez-vous, comme tu dis, avec quelqu'un, je dis médecin, mais ça peut être psychologue ou autre personne. En général, on a rendez-vous. Donc, puis même quand on se l'impose à soi-même, quoi, de se dire, ok, on va marcher 30 minutes, par exemple. C'est vrai que, comme tu dis, de planifier, et moi-même qui suis dans le domaine, je le fais en fait aussi. Alors j'ai 2 entraînements de basket durant la semaine, donc ça c'est planifié de toute façon. Mais après, j'essaie de rajouter encore souvent 2 séances de renforcement musculaire encore pendant la semaine. Et du coup, je les planifie, quoi. Donc c'est important, quoi. Et quitte à prendre rendez-vous avec un coach, alors je pense que quand on est dans le coaching personnel, peut-être ça nous embête un petit peu, enfin j'en sais rien, peut-être pas, mais ça nous embête peut-être un peu d'avoir des gens qui viennent juste, où nous on est là juste pour qu'ils aient quelqu'un qui les responsabilise. Mais si on n'arrive pas à se responsabiliser soi, ouais, pourquoi pas commencer en se disant, voilà, je prends rendez-vous, j'ai mon coach qui m'attend à 8h30, si je vais pas, ça m'est facturé quand même, et du coup, là c'est des contraintes qui font qu'on y va, jusqu'à ce qu'on arrive à s'autonomiser, puis à se donner ce rendez-vous et respecter nos rendez-vous avec nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Nous, les personnes, ils doivent prendre rendez-vous pour les séances en petits groupes. Donc, ils ont un rendez-vous, nous on attend, ils ont une place qui... Donc, ça aide aussi à l'engagement aussi, parce que justement, ils ont ce rendez-vous, puis ils savent qu'ils prennent des places à quelqu'un d'autre aussi qui aurait peut-être voulu venir à cet horaire-là. Après, voilà, on sait qu'on est humain, quoi. Il y a des imprévus, des vrais imprévus dans la vie. Mais voilà, des fois, d'essayer le moins possible. Je pense que c'est pour soi, déjà un cadeau pour soi de le faire. Puis après, c'est clair, en tant que prestataire, on est toujours content quand ça annule pas à la dernière minute. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Est-ce qu'il y a des moments aussi que tu conseillerais plus que d'autres pour se mettre un peu en mouvement vis-à-vis plutôt de l'aspect santé mentale? Ouais, alors... Après, je pense que l'idéal, c'est déjà d'en mettre dans la journée, peu importe, parce que c'est déjà assez compliqué pour beaucoup de gens de le faire. Mais je crois que l'idéal, d'après ce que un peu j'ai lu, c'est plutôt le matin, parce que ça va activer le corps, donc ça fait monter la température corporelle, ce qui est bien en début de journée. Et puis en fin de journée, la température corporelle, elle doit plutôt aller descendre. Donc si juste avant d'aller au lit, on fait une séance intense, le corps il est activé, il n'est pas dans cette phase de voilà, on éteint un peu la machine. Donc dans l'idéal, le matin. Maintenant, dès qu'on est dans un club, une activité de groupe comme ça, les entraînements généralement c'est le soir. Donc voilà, on fait le soir, mais n'importe quand finalement, dans l'idéal le matin, mais autrement. Quand on peut. Le plus important, c'est d'en faire. Exactement. Mais ce que tu dis, c'est vrai que de faire un effort trop intense, trop tard, typiquement, moi, je finis l'entraînement, c'est 10h. Des fois, on prolonge un tout petit peu. Effectivement, moi, j'ai de la peine à m'endormir le soir. Je fais beaucoup plus long que si j'ai pas... Après, ça dépend à quelle heure on entend ça aussi, parce que si on fait en fin de journée, on a le temps quand même en général, on va au lit plutôt vers 10 ou plus au lit, donc on a le temps quand même de calm down un petit peu, de détendre un petit peu le tout. Je crois qu'on a bien réussi à faire le tour de toutes les questions qu'on avait, aussi des questions des membres de Hop Santé. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, un dernier message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs. Peut-être le message, alors vous l'avez compris, il faut bouger, mais de commencer vraiment par quelque chose de petit, vraiment de commencer petit puis de construire là-dessus, même si au début c'est je prends plus l'ascenseur, puis que c'est juste ça votre amélioration, c'est déjà top. Puis après peut-être ça sera ok, je vais faire 2000 pas, après c'est 2005, etc. Puis après vous allez arriver à 10 000, puis après peut-être rajouter une séance de renforcement, vraiment de commencer le plus petit possible, puis d'avoir plein de petites victoires plutôt que de se dire ok, je vais m'y mettre, je fais 5 séances par semaine alors que j'ai rien fait jusqu'à maintenant. Puis après, on ne tient pas le rythme, puis on s'en veut. Donc ça, ce serait peut-être mon mot de la fin. C'est vraiment commencer petit et construisez là-dessus. Étape par étape. Merci beaucoup, en tout cas, Julien, pour cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour s'informer sur ce que tu proposes? Alors, partout. Non,
pense que si vous tapez Julien Borloo sur Google, vous me trouverez. Je dis toujours, on n'est que 2 Julien Borloo dans le monde, donc c'est moi qui suis le plus productif sur Internet. Donc vous me trouverez sans souci. Ouais, on va aussi mettre tes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, tu es aussi oui, un peu partout. Après, TikTok, LinkedIn et compagnie. Mais on mettra tout ça dans la description. Écoute, un grand merci. Je remercie aussi ceux qui vont nous écouter jusque-là. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Allez.